Bienvenue sur la chaîne. Imagine une seconde que le mot mythe ne soit pas un synonyme de mensonge, mais parfois le nom qu'on donne à une vérité trop vieille pour survivre à l'état brut. Une vérité qui ne tient pas dans une date, une carte, un tableau. Une vérité qui a dû se déguiser pour traverser le temps. Et si tu veux comprendre pourquoi ça compte, pense à une scène simple. Une maison brûle. Tu n'as pas le temps de sauver toute ta vie. Tu prends ce qui est vital, pas ce qui est joli. Le vital. Une photo, une clé, un document. Et tu sors. Maintenant, transpose ça à une civilisation. Une île qui s'effondre. Une guerre qui déchire. Une ville qui disparaît. Les survivants n'ont pas le luxe de sauver tout le savoir. Ils sauvent un noyau, ils sauvent une charpente, ils sauvent une histoire qui tient debout. Et quand cette histoire doit survivre sans papier, sans bibliothèque, sans archives, tu sais ce qui survit le mieux. Le récit, le symbole, le rite, le nom de lieu, la procession, le geste répété, la mémoire qui se met dans le corps. C'est exactement la porte d'entrée la plus utile pour aborder l'univers d'Anton Parks dans La dernière marche des dieux sans se noyer dans le débat « c'est vrai » ou « c'est faux ». Le livre pousse une idée à fond. Et si les grands mythes, notamment ceux de l'Égypte ancienne autour d'Osiris, d'Isis, d'Horus et de Seth, étaient plus que des paraboles, et si c'étaient des archives déguisées, des archives d'un effondrement, d'un conflit, d'une migration. Et si les temples, les rites et certains textes n'étaient pas seulement des prières, mais des dispositifs de conservation conçus pour empêcher une communauté de perdre son fil. L'auteur ne te demande pas seulement de croire. Il te demande de regarder autrement, de relire le sacré comme une technologie de mémoire. Maintenant, je vais te donner une image qui va te servir pendant tout le reste. Imagine un immense drame historique, tellement violent qu'il dépasse les mots. Quand quelque chose dépasse les mots, les humains font deux choses. Soit ils se taisent et la mémoire se perd, soit ils transforment l'événement en mythe, parce que le mythe peut contenir l'indicible. Un mythe n'est pas obligé d'être exact dans les détails pour être exact dans la structure. Un mythe peut changer les noms, amplifier les traits, déplacer les lieux, mais conserver une architecture de réalité. Comme un rêve. Un rêve ne raconte pas ta journée comme un film. Il raconte une vérité émotionnelle. Ici, l'auteur te propose que certains mythes racontent une vérité civilisationnelle, une vérité sur un monde cassé, puis recollé. Le moteur central, celui qui donne l'énergie au récit, c'est l'opposition Osiris contre Seth. Et tu dois l'entendre comme une opposition de monde, pas comme une simple dispute entre personnages. Osiris, c'est la figure de la stabilité qui s'installe. La loi, la transmission, le fait de semer, de récolter, de construire, d'organiser. Seth, c'est la force de rupture, le guerrier, le destructeur, l'énergie qui casse l'ordre, qui refuse l'équilibre, qui transforme l'existence en combat. Dans la lecture de Parks, cette opposition devient plus qu'un symbole moral. Elle ressemble à la trace d'un conflit de pouvoir réel, d'une guerre de direction, d'une lutte pour le contrôle d'un domaine, d'un territoire, d'une population, d'un modèle de civilisation. Et c'est là que le mythe commence à ressembler à une archive. Parce qu'il parle comme parlent les sociétés après un traumatisme. Elles ne disent pas « nous avons été vaincus ». Elles disent « le chaos a attaqué ». Elles ne disent pas « notre monde s'est effondré ». Elles disent « le Dieu a été démembré ». Elles ne disent pas « nous avons perdu nos bases ». Elles disent « les morceaux du corps sacré ont été dispersés ». Et cette image du corps démembré, tu dois la prendre au sérieux. Pas comme une scène gore, mais comme un langage. Quand un monde s'effondre, il se fragmente, tout devient fragment. Les familles, les routes, les régions, les alliances, les calendriers, les rites. Et ensuite, la reconstruction, c'est une reconstitution. Reconstituer le corps,
reconstituer l'identité, reconstituer la carte mentale, reconstituer la cohésion. Le mythe te dit « le corps a été recousu » et toi, si tu lis comme un enquêteur, tu entends « la civilisation a été recollée ». C'est là qu'arrive Horus, et Horus, dans cette approche, n'est pas seulement le fils. Il est la fonction de restauration, le bras armé de la reconstruction, celui qui poursuit, celui qui traque, celui qui chasse, celui qui juge, celui qui rétablit l'ordre. Et observe bien la tonalité. Ce n'est pas une tonalité contemplative. C'est une tonalité d'opération, de poursuite, de prise, de sanction. Le mythe, ici, ressemble à une chronique de guerre sacralisée. Pourquoi ? Parce qu'après un effondrement, quand un ordre revient, il se fonde souvent sur une victoire et sur une mémoire de cette victoire. Une communauté qui a failli disparaître transforme sa survie en récit fondateur. Elle a besoin d'un « nous avons vaincu » pour tenir. Elle a besoin d'un « nous avons remis l'ordre » pour ne pas retomber dans la peur. Et elle a besoin d'un ennemi, non seulement pour expliquer le chaos, mais pour concentrer l'angoisse. Le chaos devient une figure, l'ennemi devient un monstre. Ce n'est pas juste du théâtre, c'est une stratégie psychologique collective. Et c'est là que le livre devient captivant, parce qu'il te fait glisser d'une lecture religieuse à une lecture mémoire. Au lieu de voir des dieux qui se battent dans le ciel, tu commences à voir une société qui raconte une crise totale. Une crise où l'enjeu était l'existence même du groupe. Et quand tu lis comme ça, tu comprends pourquoi les rites comptent autant. Parce que les rites, c'est la répétition organisée d'un récit. Et une répétition organisée, c'est une mémoire qui ne meurt pas. Maintenant, imagine une autre scène. Tu es un survivant d'un monde qui s'est effondré. Tu as perdu des villes, tu as perdu des ports, tu as perdu des terres, tu as perdu des gens. Et tu sais que si tu ne conserves pas une cohésion, ton groupe se dissout. Alors que fais-tu ? Tu imposes un calendrier, tu imposes des processions, tu imposes un récit commun, tu imposes des lieux sacrés. Parce qu'un lieu sacré, ce n'est pas seulement un lieu où l'on prie. C'est un lieu où l'on se rassemble, où l'on se reconnaît, où l'on se rappelle qui l'on est. Et si tu ajoutes à ça l'architecture, tu obtiens une mémoire vivante. Tu marches dans le temple, tu marches dans l'histoire, tu franchis un seuil, tu franchis un chapitre de mémoire, tu descends dans l'origine, tu ressors renouvelé. Ce n'est pas seulement de la foi, c'est une chorégraphie de survie. Dans l'univers du livre, certains temples et certains ensembles de textes deviennent alors des coffres-forts de ce récit. Pas des coffres-forts modernes, des coffres-forts symboliques. L'auteur insiste sur le fait que des fragments existent, que des traductions varient, que des zones restent obscures, et il construit sa reconstruction. Là, retiens un principe, très important si tu veux rester lucide. Plus les sources sont fragmentaires, plus la reconstruction peut être séduisante parce qu'elle donne une forme à ce qui n'en a pas. Mais plus les sources sont fragmentaires, plus il faut garder une prudence solide, parce que plusieurs formes concurrentes peuvent aussi exister. Donc, la manière intelligente d'écouter, c'est comme si tu suivais un enquêteur qui te propose une carte. Une carte n'est pas le territoire. Une carte est une hypothèse utile. Elle te permet d'explorer. Maintenant, le passage qui donne une puissance cinématographique à tout ça, c'est l'idée de marche. La longue marche, la marche des rescapés. Là, l'histoire change d'échelle. On quitte le simple conflit interne pour entrer dans une catastrophe géographique. Dans la vision du livre, des zones atlantiques, des domaines insulaires auraient été détruits, engloutis, ravagés et des survivants auraient dû partir. Et ça, même si tu ne prends pas tout au pied de la lettre, ça correspond à une logique humaine universelle. Quand un territoire devient invivable, les humains migrent. Quand la mer gagne, ils reculent. Quand le feu détruit, ils fuient. Quand la famine arrive, ils se déplacent. Quand la guerre dévore, ils cherchent un refuge.
Et chaque migration majeure transporte des cultures, des savoirs, des rites, des langues. C'est comme ça que des idées traversent des mers. Mais la marche, ce n'est pas seulement bouger. C'est une suite d'épreuves. C'est une suite de choix impossibles. Où s'arrêter sans mourir? Qui suivre? Qui trahir? Qui protéger? Comment garder l'eau? Comment conserver des outils? Comment négocier avec des populations locales? Comment éviter d'être absorbé, assimilé, dissous? Et là, tu peux sentir pourquoi le mythe a une fonction. Le mythe est un fil qui empêche les survivants de devenir une poussière de clan. Le mythe dit « nous venons de là », même si là est devenu un lieu perdu. Le mythe dit « nous avons une mission », même si la mission est simplement de survivre sans se déshumaniser. Le mythe dit « le chaos nous a attaqués » et donc l'ordre doit être maintenu. C'est une boussole. Et c'est là que les lieux prennent un rôle particulier parce que le livre insiste sur l'idée que la mémoire se colle à la géographie. Des noms de lieux qui deviennent des mémoriaux, des eaux nommées, des zones maritimes associées à des affrontements, des secteurs liés à des passages, à des batailles, à des traques. Dans un cadre moderne, c'est évident. Le monde est rempli de lieux dont le nom est une trace. Et très souvent, quand tu creuses, tu découvriras que le nom est plus ancien que la mémoire précise. Le nom survit même quand les détails disparaissent. C'est exactement la logique d'un mythe. Le nom est un coffre. Le nom garde quelque chose, même si tu ne sais plus quoi. Et maintenant, Abydos. Abydos, dans cette approche, ressemble à une destination de mémoire, une destination où la figure d'Osiris, donc l'idée du drame fondateur, se concentre. Le thème du sanctuaire souterrain, d'une descente, d'un espace lié à l'eau, devient crucial parce qu'il transforme l'histoire en expérience. Tu ne lis pas seulement « Osiris est mort », tu descends avec lui, tu traverses, tu ressens et tu remontes. Et quand une culture fait vivre une histoire au corps, cette histoire devient indestructible, même si les mots changent, même si les traductions varient, même si les empires passent, le corps se souvient. Prends une analogie simple. Un enfant apprend beaucoup plus d'un rituel familial que d'un discours. Il peut oublier les phrases, mais il n'oublie pas l'ambiance. Il n'oublie pas le geste. Il n'oublie pas le moment. Une civilisation fonctionne pareil, mais à grande échelle. Les rites sont des apprentissages émotionnels et identitaires. Et si le livre insiste sur des rites de préparation, de transformation, de combat rejoués, c'est parce qu'il te dit « Regarde, ça se rejoue, donc ça s'archive ». Maintenant, je vais ajouter une couche de dynamisme et de captation en te faisant sentir la tension interne qui traverse ce type de thèse. Parce qu'il y a un combat silencieux tout au long du livre, un combat que tu dois entendre, le combat entre deux lectures du monde, la lecture poétique et la lecture historique codée. La lecture poétique dit « Les dieux sont des principes, les mythes sont des leçons sur la vie, sur la mort, sur l'ordre et le chaos, sur le cycle. » La lecture historique codée dit « Derrière la poésie, il y a une trace, un événement, une catastrophe, un conflit de pouvoir, une migration. » Et le livre joue à l'endroit le plus dangereux, mais aussi le plus excitant intellectuellement. L'endroit où un symbole peut être à la fois symbole et trace. Pourquoi c'est dangereux? Parce que si tu forces trop la lecture, tu peux faire dire n'importe quoi à n'importe quel texte. Pourquoi c'est excitant? Parce que parfois, une lecture différente révèle des cohérences que tu ne voyais pas. Et la seule manière de rester solide, c'est d'avoir une règle intérieure. Ne jamais confondre une hypothèse séduisante avec une preuve, et en même temps, ne jamais rejeter une hypothèse uniquement parce qu'elle dérange une lecture habituelle. La maturité est là, dans cette double posture. Alors, qu'est-ce que toi, auditeur, tu peux en faire de manière concrète, utile, applicable? Premièrement, tu peux apprendre une compétence rare. Lire un récit ancien en te demandant « Qu'est-ce que ce récit essaie de sauver ?» Pas « Qu'est-ce que ce récit affirme littéralement ?» mais « Qu'est-ce qu'il protège ?» Un récit
qui parle d'un Dieu démembré protège peut-être la mémoire d'un monde fragmenté. Un récit qui parle d'un combat éternel protège peut-être la mémoire d'une guerre fondatrice. Un récit qui parle de descendre dans l'eau protège peut-être la mémoire d'une catastrophe maritime, d'une submersion ou simplement le souvenir d'un passage initiatique lié à la survie. Tu n'as pas besoin de trancher tout de suite. Tu dois apprendre à voir la fonction. Deuxièmement, tu peux apprendre à repérer comment une culture encode un trauma. Quand un groupe souffre, il peut choisir l'oubli ou choisir le sacré. Le sacré, c'est une manière de donner un sens à l'inacceptable. De dire « ce n'était pas juste du chaos, il y avait une lutte, il y avait une restauration, il y avait une justice ». C'est une manière de recoller la dignité. Et cette mécanique, tu peux la reconnaître partout, même aujourd'hui. Les monuments, les commémorations, les récits nationaux, les héros, les ennemis mythifiés, c'est la même structure, c'est une technologie de cohésion. Troisièmement, tu peux utiliser ce livre comme un entraînement de pensée critique. La pensée critique, ce n'est pas dire non à tout. C'est savoir où tu poses le poids de ta certitude. Tu peux dire « je constate que cette tradition existe »,« je constate que ce rite existe »,« je constate qu'un motif revient », puis tu peux dire « l'auteur propose que cela signifie ceci ». Et là, tu gardes une marge, tu apprends à vivre avec une hypothèse sans en faire une religion. Et ça, c'est une compétence stratégique, pas seulement intellectuelle. Parce que dans la vie, tu prends des décisions sur des hypothèses tout le temps. La différence entre quelqu'un de solide et quelqu'un de fragile, c'est qu'un solide sait ce qui est certain et ce qui est probable. Et maintenant, voici la partie la plus valeur. Si tu veux un impact immédiat sur ta manière de penser, le livre te force à te demander qu'est-ce qui survit à une catastrophe. Parce que si tu comprends ça, tu comprends l'humain. Ce qui survit, ce n'est pas toujours la vérité brute. Ce qui survit, c'est ce qui est transmissible. Ce qui survit, c'est ce qui est mémorable. Ce qui survit, c'est ce qui s'imprime dans un rite. Et ça veut dire une chose très concrète pour toi, aujourd'hui. Si tu veux transmettre quelque chose, si tu veux laisser une trace, si tu veux enseigner, tu dois apprendre à encoder. Pas à mentir, à encoder, à transformer une idée en image, à transformer un concept en geste, à transformer un message en rituel. C'est exactement ce que font les grands conteurs, et c'est exactement ce que ce livre te montre à grande échelle, une civilisation qui a survécu en devenant conteuse. Et on arrive à une fermeture, mais une fermeture qui ouvre. Après avoir écouté cette extension, tu ne regardes plus un mythe comme un simple récit ancien. Tu le regardes comme un coffre qui contient une peur, une victoire, une leçon, une catastrophe, une migration, un effort de reconstruction. Tu ne regardes plus un temple comme un décor, tu le regardes comme un parcours mémoire. Tu ne regardes plus un rite comme une superstition, tu le regardes comme une répétition qui protège une identité. Continue à garder cette image en tête. Une civilisation qui perd sa bibliothèque ne perd pas seulement des livres, elle perd sa mémoire opérationnelle. Comment on semait, comment on comptait les saisons, comment on construisait, comment on soignait, comment on naviguait, comment on transmettait. Et quand cette mémoire s'effondre, ce n'est pas seulement triste, c'est dangereux. Parce qu'une communauté sans mémoire devient une communauté manipulable. Elle devient une communauté qui répète les mêmes erreurs, qui se fracture à nouveau, qui se cherche un chef, qui se cherche un récit, parfois n'importe lequel du moment qu'il tient debout. C'est là que tu comprends pourquoi, dans de nombreuses traditions, le mythe n'est pas une distraction. Le mythe est un garde-fou. Un mythe bien construit protège une communauté contre le retour du chaos. Parce qu'il donne une grille simple, répétable, mémorisable. Il dit où est l'ordre, où est le désordre, ce qui doit être protégé, ce qui doit être combattu, ce qui ne doit pas être oublié.
dans La dernière marche des dieux, cette logique apparaît quand tu regardes la façon dont l'opposition Osiris et Seth devient plus qu'une histoire. C'est presque une constitution émotionnelle. Osiris représente une stabilité qui rend possible la transmission. Seth représente la force qui brise la transmission. Et si tu veux sentir à quel point c'est concret, prends un exemple moderne brutal. Une famille stable transmet des compétences, elle transmet des habitudes, elle transmet une confiance. Une famille explosée par la violence ou la guerre transmet du trauma, elle transmet de la méfiance, elle transmet une vigilance permanente. Ce n'est pas une question de morale, c'est une question d'état. Dans le mythe, Osiris incarne l'état qui permet la continuité. Seth incarne l'état qui impose la survie au jour le jour. Et quand une société passe de la continuité à la survie, elle change de monde. C'est pour ça que la figure du démembrement est si puissante. Parce qu'elle dit « le monde s'est fragmenté ». Elle dit « ce qui était un a été cassé en morceaux ». Et elle dit aussi quelque chose de plus subtil. Quand tu es traumatisé, ta mémoire se fragmente aussi. Tu ne te souviens pas comme avant. Tu as des flashs, des morceaux, des images, des sensations. Tu n'as pas toujours une narration fluide. Une société traumatisée fonctionne de la même manière, elle conserve des fragments. Un nom, un rite, une formule, un symbole, une procession. Et puis elle tente de recoudre. Elle recoude en racontant, elle recoude en répétant, elle recoude en sacralisant. C'est là que tu peux commencer à entendre le rôle d'Isis d'une manière plus archive que magique. Isis, dans l'imaginaire égyptien, c'est la puissance de recomposition. Elle rassemble, elle protège, elle redonne forme, elle restaure. Dans une lecture symbolique, c'est l'amour, la fidélité, la magie. Dans une lecture mémoire, c'est la fonction de réparation, la fonction qui empêche la disparition totale. Et cette fonction, dans le réel, existe toujours. Dans une crise, il y a toujours des gens qui deviennent des Isis, ceux qui sauvent ce qui peut l'être, ceux qui rassemblent les survivants, ceux qui gardent les récits, ceux qui maintiennent un minimum de culture, ceux qui empêchent la barbarie totale. Même si personne ne les appelle ainsi, ils portent la même fonction. Maintenant, prends un instant et imagine une scène, parce que c'est comme ça qu'on rend cette matière captivante. Imagine un scribe dans un temple, à une époque où tout n'est pas stable. Les frontières bougent, les rivalités existent, les alliances se font et se défont. Il sait que ce qu'il écrit peut être détruit. Il sait que ce qu'il écrit peut devenir dangereux. Il sait aussi que certaines choses ne doivent pas être dites frontalement, parce qu'un récit frontal peut provoquer une guerre ou une purge. Alors il encode. Il ne ment pas forcément, il encode, il choisit des images, il choisit des noms divins, il décrit une bataille comme un combat entre forces, il décrit une technologie comme un souffle du ciel. Il décrit une catastrophe maritime comme un désordre primordial. Il fait ça non pas pour impressionner, mais pour survivre. Et parce qu'il sait que son peuple retient mieux une histoire qu'un dossier. Ce geste d'encoder, c'est la clé. Parce que c'est exactement ce qui permet ensuite la double lecture. D'un côté, tu peux lire le mythe comme un enseignement spirituel sur la mort et la renaissance. De l'autre, tu peux le lire comme une archive de crise, de guerre, de déplacement. Et le livre d'Anton Parks, qu'on y adhère ou pas, se situe précisément dans cette deuxième lecture. Il pousse à se demander si des éléments considérés comme symboliques ne sont pas aussi des empreintes. Et c'est ici que tu peux sentir l'aimant narratif de la longue marche. Pourquoi cette idée prend autant? Parce qu'elle donne un pont entre deux choses qui fascinent l'être humain, la catastrophe et l'exil. Les récits les plus puissants de l'humanité tournent autour de ça. Un monde se casse. Un groupe fuit, un groupe traverse, un groupe survit, un groupe reconstruit, et au bout, un lieu devient sacré parce qu'il représente l'arrivée, la stabilisation, la nouvelle fondation.
Pour rendre cette marche vivante, imagine des survivants d'un monde insulaire. Ils ont la mer dans les eaux. Ils savent lire le ciel. Ils savent naviguer. Ils ont des repères. Mais maintenant, leurs repères ont disparu. Le rivage n'est plus là où il était. Les courants ont changé. Le ciel n'est plus un calendrier fiable parce que l'urgence écrase tout. Ils partent non pas vers un destin, mais vers une chance. Chaque arrêt est une négociation. Chaque arrêt peut être un piège. Des populations locales peuvent les accueillir ou les massacrer. Ils doivent te présenter une identité forte pour être pris au sérieux et une humilité suffisante pour ne pas déclencher une guerre. Ils doivent intégrer des gens, mais sans se dissoudre. Et dans cette tension, le récit commun devient une arme de survie. Le récit commun dit « nous sommes ensemble ». Le récit commun dit « nous avons une origine ». Le récit commun dit « nous avons une loi ». Sans ça, les survivants deviennent une poussière. Et voilà pourquoi, dans ce type de thèse, les rites sont autant mis en avant. Un rite, c'est une synchronisation. Tout le monde fait le même geste au même moment. Tout le monde se rappelle la même histoire. Tout le monde se remet dans la même identité. C'est comme une mise à jour collective. Et ça, dans un contexte d'exil, est vital. Maintenant, je vais te donner un point qui augmente énormément la valeur de ce script parce qu'il te protège d'un piège fréquent. Le piège, c'est de croire que si un mythe parle d'un cataclysme, alors le cataclysme a eu lieu exactement comme il est raconté. Non, ce qui est plus robuste, c'est l'idée que le mythe conserve un motif d'expérience. Une submersion, une rupture, un effondrement, un feu, une invasion, une famine. Le détail, lui, peut se déplacer. La date peut se perdre. Le lieu peut changer. Les acteurs peuvent devenir des dieux. Mais le motif peut rester. Et quand tu retrouves le même motif dans différentes cultures, tu n'as pas automatiquement une preuve d'un événement unique. Tu as au minimum la preuve que ce motif touche quelque chose de fondamental dans l'expérience humaine. Et parfois, tu as un indice qu'un type d'événement a marqué plusieurs zones, à différentes périodes, et qu'il a laissé des souvenirs. C'est là que la pensée critique devient ton meilleur allié, parce que le cerveau humain adore connecter, il adore faire des ponts. C'est sa force, mais c'est aussi son danger. Il peut relier des points qui n'ont pas de lien. Il peut fabriquer une cohérence qui n'existe pas. Donc si tu veux écouter ce genre de récit en restant solide, tu gardes une règle intérieure très simple. Tu apprécies la cohérence narrative, mais tu ne la confonds pas avec une démonstration. Une histoire peut être extrêmement cohérente et pourtant fausse. Une histoire peut être fragmentaire et pourtant contenir une vérité. La cohérence est un plaisir, pas une preuve. Et pourtant, même avec cette prudence, tu peux reconnaître quelque chose de très concret. Les grands systèmes religieux anciens ont souvent été des systèmes de stabilisation sociale. Ils créent un calendrier, ils créent des interdits, ils créent des rituels de cohésion, ils créent une hiérarchie, ils créent une mémoire commune. Et après une catastrophe, c'est exactement ce dont tu as besoin pour reconstruire. Donc l'idée que des sanctuaires, des temples, des textes aient servi de piliers de reconstruction est profondément plausible au niveau sociologique, même si tu restes incertain sur les détails atlantiques. Maintenant, reviens à Abydos dans ton imaginaire, parce que c'est là que la mise en scène devient vraiment captivante. Imagine un lieu que tout le monde respecte, pas seulement par superstition, mais parce que ce lieu est l'archive. Tu arrives, tu marches, tu te tais, tu franchis un seuil, tu sens que tu entres dans un récit. Tu descends, l'air change, la lumière change, ton corps comprend qu'il se passe quelque chose. Tu entends des chants, des pas, des frottements. On te fait vivre une histoire. On te fait vivre une mort. On te fait vivre une reconstitution. Et quand tu ressors, tu n'as pas seulement compris avec ta tête. Tu as été imprimé. C'est ce que font les rites puissants. Ils ne convainquent pas seulement.
Il marque. Ce que cette scène te dit, c'est que les anciens avaient compris une chose que nous oublions parfois. La mémoire n'est pas seulement cognitive, elle est sensorielle, elle est émotionnelle, elle est corporelle. Et quand une culture met sa mémoire dans le corps, elle devient résistante, même si les empires passent, même si les langues changent, même si les bibliothèques brûlent. C'est une des raisons pour lesquelles certaines traditions survivent des millénaires, alors que des documents disparaissent en quelques générations. Maintenant, pousse cette idée encore plus loin, parce que c'est là que le récit devient presque une leçon de stratégie humaine. Quand tu sais que le chaos peut revenir, tu construis des mécanismes anti-chaos. Dans la logique symbolique, tu construis des temples, tu fais des rites, tu racontes des mythes. Dans la logique moderne, tu construis des institutions, des lois, des systèmes éducatifs, des archives, des protocoles. C'est le même mouvement, c'est la même intention. Empêcher la répétition du désastre. Alors quand le livre insiste sur l'opposition ordre et chaos, il ne te raconte pas seulement une légende, il te montre la structure fondamentale de toute société. Soit elle tient l'ordre, soit elle glisse vers la fragmentation. Et maintenant, voici le point qui rend tout ça encore plus captif pour un lecteur, parce qu'il touche à la vie réelle. Cette opposition, tu la portes aussi. Il y a des jours où tu es Osiris, tu construis, tu organises, tu transmets, tu tiens une parole, tu maintiens un rythme. Et il y a des jours où tu es Seth, tu casses, tu exploses, tu te venges, tu te sabotes, tu détruis ce que tu avais construit. Et le mythe, quand tu le lis comme ça, n'est plus une histoire extérieure, c'est un miroir. Il te dit, l'ordre est fragile. Il te dit, le chaos adore les failles. Il te dit, ce que tu construis doit être protégé. Et il te dit aussi, la reconstruction est possible, mais elle demande une fonction Horus, une fonction Isis, une discipline de restauration. C'est ici que tu peux transformer cette matière en valeur appliquée, sans réduire le mythe à du développement personnel simpliste. Tu peux te poser une question qui change tout. Dans ta vie, qu'est-ce qui est le corps d'Osiris? Qu'est-ce qui représente ton ordre, ta santé, ton couple, ta famille, ton entreprise, ta discipline, ton sommeil, tes finances, ta stabilité? Et qu'est-ce qui représente Seth? Qu'est-ce qui menace de fragmenter ton ordre? L'impulsivité, la colère, la fuite, la consommation de peur, les relations toxiques, l'ego, la jalousie, le ressentiment. Tu n'as pas besoin de croire à une guerre de Dieu pour reconnaître le combat intérieur. Et si tu veux une vie stable, tu dois apprendre à reconnaître Seth quand il arrive. Pas pour le haïr, pour le contenir. Reviens maintenant à l'idée de marche, parce qu'elle te donne une métaphore de résilience très puissante. Une marche, c'est long, c'est lent, c'est douloureux, et pourtant, c'est ainsi qu'on survit. Les gens veulent souvent une solution instantanée, une révélation, un grand moment. Mais la plupart des reconstructions se font par marche, par petites étapes répétées, par décisions quotidiennes. Et le mythe te le dit en silence. Après la catastrophe, il y a le trajet. Après le trajet, il y a le sanctuaire. Après le sanctuaire, il y a le rite. Après le rite, il y a la stabilité. Ce n'est pas un miracle, c'est un processus. Le vrai cœur, ce n'est pas qui a raison, ni qui a tort. Le vrai cœur, c'est la question que le livre te force à porter, même si tu ne t'en rends pas compte au début. Qu'est-ce qui reste quand un monde tombe? Qu'est-ce qui survit quand la carte change, quand la stabilité disparaît, quand la mémoire se fissure? Et surtout, qu'est-ce qui permet à un groupe ou à un individu de ne pas se dissoudre dans la peur? C'est là que l'idée d'une marche devient beaucoup plus qu'un épisode. La marche, c'est la phase où l'identité est testée. Tant que tu es chez toi, ton identité est confortable. Elle est portée par tes murs,
par tes habitudes, par tes voisins, par ton calendrier, par tes objets, par tes repères. Mais quand tu perds tout ça, l'identité devient une décision. Est-ce qu'on reste un peuple ou est-ce qu'on devient une foule? Est-ce qu'on garde une loi ou est-ce qu'on se laisse avaler par la survie brute? Est-ce qu'on protège les faibles ou est-ce qu'on se justifie en disant que c'est chacun pour soi? Et ce choix, il n'est pas seulement moral, il est stratégique. Parce que quand la cohésion disparaît, le groupe devient fragile, manipulable, vulnérable, et finit souvent par se détruire lui-même. Dans ce cadre, les mythes et les rites ne sont plus des accessoires. Ils deviennent des outils de cohésion. Ce sont des cordes invisibles. Et l'image d'Osiris, telle qu'elle est utilisée dans ces grands récits, devient une image très simple à comprendre. Un ordre a été brisé, un corps a été dispersé, une unité a été cassée en morceaux. Et ensuite, il y a eu une tentative de recomposition. D'abord, une recomposition émotionnelle, parce qu'on ne reconstruit pas un monde si on n'a plus de sens. Puis une recomposition sociale, parce qu'on ne reconstruit pas si on n'a plus de règles communes. Puis une recomposition matérielle, parce qu'il faut des lieux, des structures, un calendrier, une mémoire stable. Quand tu comprends ça, tu vois que ce récit fonctionne comme une carte de reconstruction, autant que comme une légende. Et Horus, dans cette perspective, représente la phase suivante, celle que beaucoup de gens négligent dans leur propre vie, la phase où tu ne te contentes pas de pleurer ce qui a été perdu. Tu agis, tu poursuis, tu reprends, tu répares, tu protèges, tu mets des limites, tu récupères du terrain, tu empêches le chaos de revenir. Parce que la vérité, c'est que le chaos ne disparaît jamais complètement. Il attend une faille. Il attend la fatigue, il attend le relâchement, il attend la division. Et le mythe te dit ça sans te faire un cours. Il te montre une force de rupture qui revient, qui attaque, qui tente de reprendre la place. Et il te montre que l'ordre doit être entretenu, sinon il s'effondre. Tu peux construire quelque chose de stable, puis une période de stress, une blessure, une colère, une tentation, une peur, un mauvais entourage, et soudain, ce que tu avais construit commence à se fragmenter, le sommeil se dérègle, l'alimentation devient chaotique, la discipline saute, les finances se compliquent, les relations s'empoisonnent. Et souvent, le plus dangereux, ce n'est pas l'événement extérieur, c'est la fragmentation intérieure. Parce que quand tu es fragmenté, tu ne sais plus ce que tu veux, tu ne sais plus ce que tu défends, tu ne sais plus ce que tu acceptes, tu ne sais plus où tu vas. Et c'est exactement là que la fonction Horus devient utile. Revenir à une décision simple. Qu'est-ce que je protège? Qu'est-ce que je reconstruis? Qu'est-ce que je ne laisse plus passer? Et maintenant, il faut parler d'un point clé, celui qui donne une maturité à tout ce que tu viens d'entendre. La maturité, c'est de comprendre la différence entre une histoire qui inspire et une histoire qui prouve. Une histoire peut t'apporter une clarté, une énergie, une structure sans que tu aies besoin de la transformer en certitude absolue. Ce qui est solide dans ce type de récit, c'est le mécanisme humain. La mémoire se code, les catastrophes s'archivent dans des symboles. Les rites stabilisent les groupes. Les lieux sacrés fixent une identité. Les oppositions fondamentales, ordre et chaos, sont des outils de compréhension universelle. Ce qui reste fragile, ce sont les chaînes d'interprétation trop longues où chaque maillon dépend d'un autre. Et la meilleure posture, c'est justement celle-là. Tu prends la puissance du mythe comme outil, sans perdre ton esprit critique sur les détails que tu ne peux pas vérifier. C'est aussi là que tu comprends pourquoi ces histoires parlent autant aujourd'hui. Parce qu'on vit, à notre échelle, des mini-effondrements permanents. On vit une surcharge d'informations, une fatigue mentale, une tension sociale, une instabilité émotionnelle, une impression de perte de repères. Et face à ça, beaucoup de gens cherchent un récit qui recolle, un récit qui donne une structure, un récit qui explique
Pourquoi on se sent fragmenté et comment se recomposer? Ce n'est pas un hasard si les grands mythes reviennent. Quand le monde moderne fragilise la cohésion intérieure, les anciens récits redeviennent attractifs parce qu'ils parlent le langage du symbole et que le symbole, lui, touche directement l'expérience humaine. L'ordre n'est pas un état que tu atteins une fois. C'est une pratique, c'est un entretien, c'est un choix répété. Et le chaos, ce n'est pas seulement dehors, c'est souvent dedans, sous forme de fatigue, de peur, de colère, de fuite, de dispersion. La leçon la plus utile, c'est que la reconstruction commence toujours par une recomposition. Tu reprends tes morceaux, tu reprends ton rythme, tu reprends une règle simple, tu reprends une promesse que tu tiens. Tu reprends une discipline courte mais solide. Tu reprends une limite claire et tu arrêtes de négocier avec ce qui te détruit. Et si tu veux une image finale, garde celle-ci. Osiris, c'est ce que tu construis. Seth, c'est ce qui veut le casser. Isis, c'est ta capacité à recoller et à protéger ce qui a de la valeur. Horus, c'est ta capacité à agir, à reprendre, à sécuriser l'ordre pour que le chaos ne revienne pas au premier coup de vent. Que tu interprètes ça comme un mythe, comme une archive culturelle ou comme une métaphore psychologique, le résultat pratique peut être le même. Tu deviens plus attentif à ce qui fragilise ton ordre. Tu deviens plus exigeant avec ta cohérence. Tu arrêtes de confondre intensité et vérité. Et tu apprends à reconstruire, non pas par miracle, mais par marche, par constance, par décision répétée. Tu n'es pas obligé d'être d'accord avec tout. Tu n'es pas obligé de trancher sur ce qui est littéral ou symbolique. Mais, si tu as écouté jusqu'ici, tu peux déjà repartir avec quelque chose de rare. Une manière de regarder les récits anciens comme des coffres de mémoire. Une manière de regarder ta vie comme un territoire à protéger. Et une manière de comprendre que derrière les grandes histoires de Dieu, il y a souvent une leçon très humaine. Quand ton monde se casse, tu peux te dissoudre ou tu peux te recomposer. Si cette vidéo t'aide, abonne-toi.